Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui est un jour assez particulier puisque c'est l'1 an de la chaîne. Et ouais, déjà 1 an jour pour jour que j'ai sorti mon premier musical review. 1 an, c'est fou comme le temps passe. Et il s'en est passé des choses puisqu'en 1 an j'ai sorti pas moins de 4 vidéos. C'est fou comme les temps passent. Et pour cette occasion, j'ai voulu évidemment faire quelque chose de spécial. C'est quand même l'1 an, j'allais pas faire un autre simple musical review comme si de rien n'était. Parce que ce qui est bien avec les comédies musicales, c'est qu'il n'y a jamais qu'une seule version. Suivant les langues, les pays, les époques, on peut avoir plusieurs interprétations complètement différentes pour une seule et même pièce. C'est pas comme avec les films où t'as le film qui sort et puis une fois que tu l'as vu, ben c'est fini, ou à la rigueur t'as un vieux remake tout pourri qui sort quelques années plus tard. Tandis qu'avec les pièces, ce n'est au contraire jamais fini. Tu peux redécouvrir tes préférés à travers toutes les autres interprétations, encore et encore, sans jamais t'arrêter parce que ton obsession pour ta comédie musicale préférée est devenue trop forte et c'est pourquoi j'ai décidé de lancer aujourd'hui un nouveau format de vidéo, les Musical Remake. Et ouais, contrairement à d'habitude, aujourd'hui on va non pas parler d'une nouvelle comédie musicale, mais d'une autre interprétation d'une comédie musicale dont on a déjà parlé. Après tout, ça fait 1 an que ma première vidéo sur Elisabeth est sortie, il fallait du nouveau sur la chaîne, alors je me suis dit, pourquoi ne pas reparler d'Elisabeth? D'ailleurs j'ai une annonce assez folle concernant Elisabeth après mon analyse, alors restez bien jusqu'en fin de vidéo. Croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Mais dis-moi Jamy, de quelle version d'Elisabeth on va parler aujourd'hui? Parce qu'après tout, des versions d'Elisabeth, il y en a quand même eu pas mal. Mais comme si vous saviez pas. Depuis le temps que j'en parle, au fond de vous, vous saviez que ça allait arriver. Mesdames et messieurs, aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter la version japonaise d'Elisabeth. Ou plutôt devrais-je dire une version japonaise d'Elisabeth, puisque des versions japonaises, il y en a eu des tas, et certaines très différentes des autres, jouées à des époques différentes, par des compagnies différentes, avec des castes différents, et plein d'autres trucs différents. Et ouais, Elisabeth a été jouée de très nombreuses fois au Japon jusqu'en 2020, dont la première représentation date de 1996. Sachant que la toute première version viennoise date de 1992, soit seulement 4 ans auparavant, on peut dire qu'ils étaient chauds les japonais. Mais aujourd'hui, on va parler de la version japonaise d'Elisabeth qui est aux yeux de tous la plus emblématique, celle de la Toho version White. Mais si, vous savez, la Toho, une des plus grandes compagnies japonaises. Je crois que c'est d'ailleurs celle qui a un peu le monopole général au Japon. Allons, me faites pas croire que vous avez jamais vu ce logo. Ah, vous regardez pas de films japonais jamais, même pas une fois. Ah bon, en même temps. Mais vous devez aussi vous demander qu'est-ce que c'est que cette histoire de White Version. Ça veut aussi dire qu'il y a une version noire? Eh ben oui, il y a une version noire. Bien, passons à l'analyse. Ce qu'il faut savoir avec les comédies musicales japonaises et même asiatiques en général, c'est qu'il y a, pas tout le temps mais souvent, des doubles, triples et parfois même quadruples castes. Comment ça des doubles et triples castes? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pas d'inquiétude puisque je vais procéder aux explications. Les castes multiples, ça veut tout simplement dire que pour une seule et même tournée, les personnages principaux des pièces sont joués par plusieurs personnes différentes. 2 dans le cadre d'un double cast, qui est le cas le plus récurrent, 3 dans le cadre d'un triple cast, 4 dans le cadre d'un quadruple cast, etc. Vous avez compris. Par exemple, dans la version qu'on va voir aujourd'hui, la mort, Elisabeth, Françoise Joseph, Rudolph adulte, Sophie et Luigi Lucchini ont été castés 2 fois, tandis que Rudolph enfant a eu droit à un quadruple cast. Alors, pourquoi faire ça? La raison est très simple. Il faut savoir qu'au Japon, plus qu'aux histoires des pièces en elles-mêmes, les gens accordent énormément d'importance aux acteurs qui y jouent et envers qui ils sont extrêmement dévoués. Et c'est principalement les acteurs qui motivent les Japonais. Ce principe de caste multiple permet de, suivant les représentations, faire jouer tel acteur avec tel acteur pour toujours plus varier ses représentations et tout simplement donner envie aux fans d'aller en voir le plus possible. Et c'est pareil pour les DVD. Dans ces cas-là, quand les DVD sortent, ils sélectionnent généralement 2 versions en choisissant minutieusement quel acteur sera présent dans quel DVD, qui jouera avec qui, etc. pour trouver les versions les plus optimales qui donneront le plus envie aux gens. Ce qui donnera à chaque fois des versions A, version B, version fleur, version étoile, version courage, version espoir, version noire, version blanche. Et ça aussi, c'est pour donner envie d'acheter les 2 DVD. A savoir que les DVD de comédie musicale au Japon coûtent extrêmement cher, une centaine d'euros en moyenne. Pour ça, ce principe de caste multiple, c'est un peu une idée de génie. D'ailleurs, pour l'anecdote que personnellement je trouve folle, dans la version Toho de 2012, où la mort avait été castée 3 fois, l'un des acteurs qui jouait la mort n'était autre que Mate Kamaras, l'acteur qui joue la mort dans la version viennoise dont on a parlé la dernière fois.
Oui, au Japon. Oui, en japonais. Ça me fait très bizarre d'entendre les versions japonaises chanter avec sa voix que j'ai l'habitude d'entendre chanter en allemand. Et même question look, le look de la mort au Japon est relativement différent de celui des versions occidentales. Alors le voir lui passer de ça à ça et le voir jouer avec tous ces acteurs japonais que j'ai l'habitude de voir juste entre eux, c'est vraiment comme si deux mondes se mélangeaient. Serait-on en train d'entrer dans le Elizabeth Cinematic Universe? Oh mon dieu! Quoi qu'il en soit, revenons-en à la version Toho d'aujourd'hui, qui n'est pas celle de 2012, mais celle de 2016. Elizabeth Toho version White est une comédie musicale japonaise adaptée de la très célèbre comédie musicale viennoise Elizabeth, qui a été jouée en 2016 au Théâtre Impérial de Tokyo et qui dure environ 2h40. Et voilà. Bah quoi? En soi, j'ai pas grand chose à dire de plus que ce que je n'ai déjà dit dans ma première vidéo. Après, oui, certes, je pourrais grappiller des minutes en réexpliquant toute l'histoire de la pièce, mais j'en ai pas envie. Toutefois, parce qu'ici on fait les choses bien, je vais quand même faire une mini piqûre de rappel. Du coup, Elizabeth raconte l'histoire de Sissi l'impératrice sous la forme d'une romance un peu fantastique entre Sissi et la mort. Un jour, Elizabeth tombe dans les bras de la mort, littéralement comme métaphoriquement, et c'est là que la mort a eu le coup de foudre pour elle. Il décide alors de la laisser vivre, mais depuis la harcèle en permanence pour qu'elle accepte son amour. Ça se demandait pourquoi il l'a pas gardée dès le début. Ce sera donc le commencement d'un jeu entre Sissi et la mort tout au long de son existence dont ils essaieront chacun d'être maîtres. Le tout étant raconté par le meurtrier de Sissi, c'est pas un spoil, c'est un fait historique, Luigi Lucchini. D'ailleurs, en parlant de spoil, si j'essayais de spoiler un minimum dans ma première vidéo, là, étant donné qu'on va étudier la pièce un peu plus en profondeur, je vais forcément parler de plus d'éléments, toujours en évitant de spoiler allègrement, mais tout de même. Mais bon, pas d'inquiétude à avoir, puisqu'il est évident que après ma première vidéo sur Elizabeth, vous vous êtes tous rués sans attendre pour aller voir la pièce. Bien, je crois que tout est dit, ou presque, puisque avant de passer à l'analyse, petit disclaimer. Quand on est face à une nouvelle version d'une œuvre, ce n'est jamais très pertinent de la comparer avec une version précédente. Ce qu'il faut, c'est l'observer, analyser la nouvelle œuvre pour ce qu'elle est, on est clairement là pour comparer. Ah non, mais les musical remakes, c'est vraiment ça, une comparaison directe entre la version précédemment analysée et une autre version. C'est pourquoi, encore une fois, je ne peux que vous conseiller d'aller voir la pièce jouée à Vienne en 2005. Faites pas genre, elle est sur YouTube. Ou, si vous avez la flemme, de tout simplement aller voir ma vidéo. Parce qu'à partir de maintenant, je vais considérer que vous avez les informations que j'ai données dans mon analyse de la version de 2005. Et si vous avez vraiment la flemme, tant pis pour vous. Ah, et je vous vois déjà prêt à taper sur vos claviers au moment où je vais commencer à évoquer les différences avec la pièce de 2005. Ah oui, mais ça, il l'avait déjà fait dans la version péruvienne de 2010, le 31 février à 25h67. Ce à quoi je répondrai, oui, c'est tout à fait possible. Évidemment, entre 2005 et 2016, il y a quand même 11 ans et je me doute bien qu'en 11 ans, il a le temps de s'en passer des trucs. Et c'est pourquoi j'ai aussi bien conscience que certaines différences de la version japonaise que je vais évoquer ont peut-être été instaurées dans une autre version des années auparavant. Mais le fait est que j'en ai pas grand chose à faire. Ici, on va se contenter d'analyser cette pièce-là. Et s'il y a des choses dans cette pièce-là qui n'étaient pas dans la version précédemment analysée, eh bien je vais en parler, sans pour autant prétendre à aucun moment que la pièce est précurseur de ces changements. C'est valable pour Elizabeth aujourd'hui, mais ce sera aussi valable pour tous les autres musical remakes qui vont suivre. Bon, c'est bien beau tout ça, je raconte ma vie, mais c'est quand qu'on en parle de cette pièce? Ça tombe bien que vous posiez la question, puisqu'on en parle maintenant. Maintenant, presque maintenant, parce que je vais d'abord m'excuser par avance des noms de chansons en allemand que je vais probablement écorcher parce que je n'ai pas un accent allemand. Voilà. Pardon. On va commencer avec le point qui est probablement le plus emblématique d'Elizabeth, les chansons. Comme dans la première analyse, on va faire simple et commencer par la chanson d'introduction de la pièce. Dès le début, on a une différence notable qui pourrait bien vous surprendre puisque la langue dans laquelle il chante n'est plus l'allemand, mais le japonais. Dingue ça, non? Plus sérieusement, j'en profite pour vous dire que, bien évidemment, entre une version viennoise de 2005 et une version japonaise de 2016, des changements il y en a. Mais vous vous doutez bien que je vais pas noter chaque petite différence, faut pas déconner non plus. Ce qui va nous intéresser, c'est vraiment les changements fondamentaux et pertinents. Du coup, maintenant tout est dit, revenons-en à la chanson d'introduction. Et plus précisément au passage où Lucchini rappelle les acteurs de la vie d'Elizabeth, revenus d'entre les morts comme témoins de son histoire.
Là où dans la version viennoise, Lucchini chante toute cette partie en décrivant le caractère d'Elisabeth vis-à-vis d'eux, dans la version japonaise, ce sont eux qui témoignent directement en chantant chacun à leur tour leur ressenti vis-à-vis de la fameuse Sissi. Et toutes ces voix différentes qui s'enchaînent et finissent même par se superposer, je trouve que ça donne un impact incroyable à la chanson qui pourtant était à la base déjà assez prenante. Et ce n'est d'ailleurs pas la seule chanson où des personnages prennent la parole à la place d'autres. Par exemple, lors de la première chanson mettant en scène Rudolf, le fils d'Elisabeth, c'est lui qui chante dans la version japonaise à la place de sa nourrice dans la version viennoise, pour encore une fois exprimer directement ses sentiments, ce qui renforce l'impact de la chanson. Ou aussi lors du passage en Hongrie du couple impérial au début de l'acte 2. Tandis que dans la version viennoise, on a encore Lucchini qui décrit la situation, là c'est Franz et Sissi qui s'expriment. Mais ce ne sont pas les seuls, puisque la mort va également intervenir, mais cette fois pas à la place d'un autre personnage. Non, puisque la chanson a carrément été rallongée avec un nouveau passage ajouté spécialement pour la mort. Je crois d'ailleurs pouvoir dire que c'est bien ça le truc le plus marquant avec les chansons japonaises d'Elisabeth, tous ces ajouts. Des ajouts qui se présentent aussi majoritairement sous la forme d'intro et ou d'outro musical au début ou à la fin de certaines chansons, ce qui permet de faire de meilleures transitions entre les scènes. Mais il n'y a pas que des petits passages musicaux auxquels on a droit en plus, puisque la version japonaise a carrément de nouvelles chansons. Et ouais, rien que ça. La première arrive au début de l'acte 1, entre le passage où Sissi tombe de son truc, qui est remplacé par un arbre dans la version japonaise, et le passage où elle est ramenée dans le monde des vivants. Alors que ces deux scènes s'enchaînaient dans la version viennoise pour finalement n'en former plus qu'une, dans la version japonaise, on nous présente le moment lors duquel Sissi passe par le monde des morts, le moment lors duquel la mort tombe amoureux de Sissi et explique alors en chanson qu'il souhaite gagner son amour de son vivant. Et c'est pour cette raison qu'il décide de la laisser vivre plutôt que de l'emmener avec elle. Ce passage est pour moi primordial, voire même carrément indispensable, puisqu'il nous fait vraiment comprendre les raisons d'agir de la mort. Là où, dans la version originale, comme je l'ai évoqué plus tôt, on voit juste Sissi tomber, puis la mort l'a ramenée sur son lit parmi les siens, ce qui nous fait nous demander pourquoi, s'il l'aime tellement, ne pas l'avoir laissé mourir comme il aurait dû en être si c'était pour la stalker toute sa vie par la suite. L'autre chanson que la pièce japonaise nous offre, c'est une chanson de Rudolf adulte. Autant dans la version originale que dans n'importe quelle autre version, détail dont je n'avais pas eu l'occasion de parler dans ma précédente vidéo, on pourra noter que certaines chansons reprennent en fait l'air de différentes autres chansons précédemment apparues dans la pièce. Par exemple, l'air de Mama Wo bist du, chanson lors de laquelle Rudolf enfant appelle en vain sa mère désespérément, est repris pour Rudolf Wo bist du, chanson chantée par Elisabeth bien plus tard pour appeler son fils au moment où il est trop tard pour se soucier de lui, ce qui renforce le côté tragique de la scène par l'ironie. Pareil pour la dernière chanson de Franz et Sissi, où ils sont en opposition diamétrale, qui a pourtant le même air que leur première chanson en duo, qui n'annonçait que bonheur et où le couple était à l'unisson, encore une fois pour amener une certaine ironie dramatique. Et bien ce même procédé est utilisé pour la nouvelle chanson de Rudolf, qui illustre les actions et choix importants qu'il va devoir prendre. C'est un passage relativement long qui reprend l'air de plusieurs chansons emblématiques de la pièce. Rudolf est un personnage qui s'est toujours senti très similaire à sa mère sur le plan moral et intellectuel, une mère dont il a toujours essayé désespérément de se rapprocher sans succès. Pour moi, cet enchaînement d'airs de chansons survenues tout au long de la vie de Sissi est encore un moyen d'essayer de l'atteindre pour, comme elle, suivre son propre parcours tout en marchant sur ses pas. Et en plus de ça, cette chanson rajoute une véritable dimension au personnage de Rudolf une fois adulte, là où dans la version viennoise, son passage était presque anecdotique. Le seul petit point négatif que je pourrais trouver aux chansons d'Elisabeth est un minuscule détail de la chanson de son passage en Hongrie au début de l'acte 2 dont j'ai parlé plus tôt. Alors que dans la version originale, le peuple appelle l'impératrice par son nom hongrois Erzsébet, qui était vraiment le nom par lequel Elisabeth, qui adorait ce pays même plus que l'Autriche, se faisait appeler en Hongrie, synonyme d'une certaine intimité, dans la version japonaise, il se contente de l'appeler Elisabeth. Comme je l'ai dit, ce n'est qu'un détail, mais je trouve ça dommage de l'avoir omis, surtout que je ne comprends pas trop pourquoi. À part ça, sans que les traductions soient littérales pour autant, le lyrisme des chansons étant bien évidemment à prendre en compte, les chansons japonaises racontent toutes plus ou moins la même chose que les chansons viennoises. En somme, une bonne BO qui suit les idées de base tout en y ajoutant sa touche personnelle. Une touche personnelle qui plus est pertinente et intéressante. Ah, la mise en scène. Alors déjà, le gros point noir, c'est le cas de le dire, de la version originale a été arrangé puisque, attention mesdames et messieurs, on voit la scène, on la voit. Tous ces magnifiques décors, ces auto-tamponneuses, ces pièces de jeu d'échecs, on pourra les admirer comme il se doit. Ou pas. Oui, les décors de la version japonaise sont très beaux, mais la mise en scène de manière générale est beaucoup plus classique que celle de la version précédente. Et non, plus de pièces d'échecs, plus d'auto-tamponneuses. Et c'est pareil pour l'emblématique scène du tableau.
Ça, c'est vraiment un des trucs que je trouve le plus dommage avec la version japonaise d'Elisabeth, c'est la perte de cette mise en scène particulière qui, en plus d'avoir une symbolique, ajoutait un réel cachet à la pièce d'origine. Je pourrais aussi prendre pour exemple les nombreuses chorégraphies de certains personnages secondaires et figurants de la noblesse, qui bougent presque comme s'ils étaient des robots de façon très mécanique, ce qui donne à la fois un côté comique et satirique à ce qu'il se passe, tandis que dans la version japonaise, les danses sont beaux être parfaitement exécutées et synchronisées, on y retrouve beaucoup moins ce petit côté absurde. La seule chose originale qui m'avait marqué, qui a une très bonne alternative dans la version japonaise, c'est la première entrée en scène de la mort, où il descendait du plafond dans la version viennoise. Dans la version japonaise, il descend carrément du ciel avec des ailes dans le dos, ce qui, faut bien l'avouer, est quand même sacrément stylé. En même temps, la première apparition de la mort, elle avait bien intérêt à avoir de l'impact. Mais voilà, sinon pour le reste, bah ça a été un peu éclipsé. Peut-être était-ce le prix à payer pour voir ce qu'il se passait sur scène, qui sait. Après, le fait que la scène soit beaucoup mieux éclairée rend certains passages logiques beaucoup plus lisibles et permet de bien mieux voir ce qu'il se passe, ce qui donne l'impression que les décors et surtout le jeu des acteurs sont plus détaillés, comme quand on peut les voir à la perfection faire semblant de boire le thé avec des petits sourires, des jeux de regard, là où dans la version viennoise, les acteurs semblaient rester relativement stoïques, ce qui rendait la scène moins naturelle. Et il y a tout un tas d'autres subtilités dans ce style qu'on retrouve tout au long des différentes scènes. J'en reviens au passage de la réunion de mariage. A la base, il avait été prévu que Franz épouse Hélène, la sœur de Sissi. Dans la version viennoise, elles sont toutes les deux assises de part et d'autre de Franz, ce qui fait que quand Franz s'apprête à faire sa demande à la mauvaise personne, on le voit d'un coup, alors qu'il était face à Hélène, se retourner pour aller vers Sissi. Tandis que dans la version japonaise, les deux sœurs sont assises l'une à côté de l'autre, ce qui renforce le quiproquo car au moment où Franz se lève, on croit qu'il va aller vers Hélène, mais il se contente de passer devant elle sans même la calculer pour aller vers Sissi, ce qui renforce la confusion et rend du coup le passage beaucoup plus comique. Ou alors lors du bal qui suit le mariage impérial, au moment où la mort revient faire un petit coucou à Sissi, les danseurs bons vivants de la cour sont petit à petit remplacés par les anges de la mort, froids et inexpressifs, qui vont finir par complètement isoler Sissi du monde des vivants. Ou encore lorsqu'un passage qui n'avait pas de contexte précis à la base décide de mettre en scène l'impératrice dans une salle de sport, ce qui est une référence très pertinente à la réalité puisque Sissi prenait énormément soin de son apparence et avait effectivement une salle de sport personnelle. On voit que les japonais ont vraiment voulu aborder des aspects historiques qui n'ont pas spécialement été mis en lumière dans la version originale, comme par exemple avec l'ajout de toute une intrigue révolutionnaire contre le régime impérial, qui n'est pas là par hasard, puisque c'est une intrigue à laquelle Rudolf prendra part. C'était déjà le cas dans la version originale, où l'on voyait Rudolf présenter de nombreux désaccords avec son père, qui l'accusait d'être rédacteur d'un article qui n'était pas tout à fait dans les faveurs de la cour, mais encore une fois, ça s'arrêtait là. Ici, dans cette nouvelle version, avec cette nouvelle scène et cette nouvelle intrigue, ça permet non seulement de, comme je l'ai déjà dit, mieux nous présenter le personnage de Rudolf, mais également mieux expliquer les enjeux de l'époque. D'ailleurs, pour que ce passage soit plus clair, la version japonaise n'a même carrément pas hésité à en modifier l'ordre des scènes. Dans la version viennoise, on a d'abord Die Schatten werden länger, la chanson en duo entre Rudolf et la mort qui n'avait plus vu depuis son enfance, dans laquelle il incite Rudolf à se rebeller. Puis on a la chanson entre Rudolf et son père. Ensuite, on a le passage de Hass, la haine, une chanson en référence à l'antisémitisme envers les juifs qui commençait à se faire ressentir de plus en plus fortement, suivi d'une chanson illustrant la mélancolie de Sissi à travers son amour pour la poésie et plus particulièrement Heinrich Heine, célèbre poète d'origine juive dont Sissi voulait ériger une statue, ce qui a fait pas mal de controverses à l'époque à cause de ses origines. Et ça, j'ai dû aller le chercher moi-même sur internet. Ouais, la première fois que j'ai vu ces passages, j'ai été un petit peu perdu. On passe d'une scène qui n'a rien à voir à la chanson entre Rudolf et la mort sans aucune introduction, puis d'un coup, la chanson avec son père qui l'accuse d'avoir écrit un article, mais encore une fois, sans contexte, difficile de comprendre les enjeux de ce à quoi il fait référence, puis d'un coup, on se retrouve avec une référence au nappe. Ce sont des nappes. Une référence au nappe 50 ans trop tôt pour se retrouver avec Sissi qui parle de la poésie de Heine, et j'avais aucune idée de qui c'était, au fantôme de son père. Ça n'a aucun sens. En modifiant l'ordre des scènes, la version japonaise a parfaitement su apporter la clarté qu'il fallait. Là, on a d'abord Sissi qui parle de Heine, ensuite vient la scène qui introduit Rudolf adulte, qui n'est non plus la chanson avec la mort, mais celle avec son père, où leur relation est alors parfaitement expliquée. Après ça, on a le passage de la haine, bien plus explicite que le premier, qui nous fait clairement comprendre qui est Heine, quels sont les problèmes liés à lui, et là seulement, on a la chanson de la mort qui vient redonner confiance en lui à Rudolf pour le convaincre de s'élever. Présenté comme ça, tout est d'un coup beaucoup plus logique.
On est introduit par l'amour de Sissi pour un poète du nom de Heinrich Heine, puis on nous présente Rudolf adulte en opposition avec les idées politiques de son père, mais quel est le contexte politique? L'antisémitisme est de plus en plus grand, on en profite là pour nous présenter qui est Heine et son importance envers Sissi, puis enfin, le contexte là bien établi, on a la mort qui revient voir Rudolf pour le manipuler en fonction de ce contexte. Et rajouter à cela l'intrigue des révolutionnaires établie depuis l'acte 1 qui arrive alors à son terme avec la nouvelle chanson de Rudolf et toute la scène qui s'ensuit. Non seulement c'est plus logique, mais ça ajoute également de la cohérence dans les actions de Rudolf qui devient alors d'un coup un personnage bien plus attachant. C'est bien l'une des choses que je préfère avec la version japonaise, la clarté des scènes. Métaphoriquement cette fois. J'en profite pour faire un parallèle avec ce que je disais concernant l'ajout d'outro et d'intro dans les chansons. Parfois, ces outros et intros se font directement dans la mise en scène, que ce soit via un passage parlé, ou simplement un blanc où l'on peut voir les acteurs poser le décor, sans que tout ne s'enchaîne sans interruption. Bien sûr, il y en a aussi dans la version viennoise, notamment grâce aux transitions de Lucchini, mais c'est beaucoup plus marquant dans la version japonaise. Avant de passer au costume, j'aimerais revenir sur un passage qui m'a particulièrement marqué, le passage en référence aux nappes. J'avais dit qu'il était plus explicite dans la version japonaise, comment dire? Dans la version originale, on a un petit groupe de personnes qui marchent au pas tout en faisant des signes de main un peu tendancieux, avec des sortes de costumes militaires accompagnés d'un mignon petit symbole n'étant pas sans rappeler celui qu'on connaît tous. Dans la version japonaise, ça commence avec le peuple en train de martyriser un juif, suivi d'un truc pour lequel personne n'est prêt. Lucchini, jusque-là déguisé en Schröderer, un homme politique autrichien antisémite, se retrouve d'un coup affublé d'un magnifique uniforme nappe, faisant un superbe salut nappe à la foule, et quand on croit qu'on peut pas en avoir plus, on a un immense drapeau nappe qui tombe du plafond. D'accord. Ah non mais d'accord, très bien. À chaque fois que je vois ce passage, je suis mort de rire parce que c'est tellement inattendu et tellement chaud. Dites-vous que ça a été joué en live, je sais pas combien de dizaines voire centaines de fois. Chez nous, mais jamais ça serait passé. Les Japonais sont complètement cinglés. Après, je trouve que ce manque total de filtre n'est pas une mauvaise chose, mais d'un autre côté, c'est tellement explicite que ça peut en perdre certains. Comme je l'ai déjà dit, on est une cinquantaine d'années trop tôt pour le régime Napp, et le fait que c'est en fait une référence satirique, presque un avertissement pour annoncer que c'était le début de l'antisémitisme envers les juifs, qui va conduire au régime Napp, à aucun moment c'est expliqué, ou en tout cas pas assez clairement. J'ai dû aller faire mes propres recherches sur la situation de l'époque pour en arriver à ces conclusions. Cela dit, la scène est toujours plus introduite que dans la version viennoise. J'en peux plus, j'ai attrapé froid au moment où je suis en train de tourner cette vidéo et j'ai la voix qui part en couille parce que j'ai mal à la gorge. Achevez-moi! Vous vous rappelez cette fameuse longue plante que les nobles portaient sur la partie gauche de leur costume dans la version originale? Comment ça non? C'est une question rhétorique, bien sûr que si, vous vous en rappelez. Eh bien, s'il y a quelque chose que je trouve bien dommage avec cette version, et même la plupart des versions récentes, c'est que ce petit fil conducteur qui faisait la particularité des costumes d'Elisabeth a là aussi été abandonné. Après, cela n'empêche pas au costume d'être absolument sublime. J'ai toujours été fasciné de manière générale par les costumes de comédie musicale, surtout de comédies musicales historiques comme celle-ci, qui sont si nombreux et ressemblent à de véritables vêtements d'époque à probablement plusieurs milliers d'euros. Eh bien, dans la version japonaise, ce sentiment n'en est que renforcé tant ils sont impressionnants de détails, tout en restant fidèles aux costumes originaux, à l'exception de la feuille. Le seul costume qui est vraiment différent de celui de la version viennoise, parce que c'est aussi seul où il pouvait se le permettre, c'est celui de la mort, avec ses longs cheveux gris et son costume gothique semblant tout droit sorti d'un groupe de visual kei. Mais personnellement, ce qui me marque le plus sur le costume de la mort, c'est cette longue arête qu'il a sur le bras gauche. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Ouais, pour moi, même si je n'en suis pas sûr à 100%, c'est clairement une référence à la fameuse plante présente sur les costumes de la version originale. Et dernier petit autre détail pour la route, le t-shirt de Lucchini, ligné dans la version japonaise, comme celui qu'il porte sur ses célèbres photos d'arrestation. Une nouvelle petite référence historique qui, je dois l'avouer, me plaît assez. Je ne pouvais bien évidemment pas terminer cette vidéo sans parler d'un des points les plus essentiels, Furukawa Yuta, l'acteur qui joue Rudolf adulte. Comme je l'ai dit en début de vidéo, 4 enfants ont joué Rudolf enfant. Or, lui joue le même personnage avec plus de 10 ans de plus. Il voulait alors s'assurer qu'il allait bien représenter la version adulte de l'enfant qui jouait le personnage, chaque interprétation pouvant changer, voire même être diamétralement différente d'une personne à l'autre.
Alors pour l'anecdote, Furukawa s'est alors entretenu avec chacun des jeunes acteurs jouant la version enfant de son personnage pour vraiment comprendre la manière dont il le jouait et ainsi lui-même adapter son jeu en conséquence. Par exemple, dans la version blanche que nous venons d'analyser, le jeu des acteurs laisse à penser que l'apparition de la mort dans la vie de Rudolf durant son enfance, qu'il passait toujours seul et triste, était due à cette mélancolie qui était en lui, tandis que dans la version noire, on a plus l'impression que, au contraire, c'est l'apparition de la mort dans sa vie qui a accentué et développé cette mélancolie. Et en effet, une fois adulte, lorsque la mort réapparaît à Rudolf pour leur chanson en duo, qui est d'ailleurs ma chanson préférée aussi bien en japonais qu'en allemand, le jeu de Furukawa est complètement différent d'une version à l'autre. Dans la version blanche avec Shirotayu qui joue la mort, Rudolf semble surpris mais relativement en confiance face à cet ancien ami. Mais dans la version noire, avec Inoue Yoshio en la mort, Rudolf semble là profondément apeuré face au retour de ce personnage funeste, et ce par tout un tas de différences très subtiles comme un haussement de sourcils ou un jeu de regard qui offre pourtant deux rendus complètement opposés, et je trouve ça tout simplement bluffant. Un autre point que j'aimerais souligner concerne cette fois l'actrice qui joue Elisabeth, Hanafusa Mari, qui a une capacité de vieillissement tout bonnement incroyable. Non mais regardez-moi ça, elle a vraiment l'air plus vieille à la fin de la pièce. Même si le maquillage joue probablement beaucoup, c'est aussi très certainement dû à tout un tas de subtilités dans son jeu d'acteur. Je sais bien que les Asiatiques ont souvent plus de facilité à se rajeunir que les Européens, mais pour avoir vu d'autres versions japonaises, je peux vous assurer qu'à aucun moment ce n'est aussi marquant qu'avec elle. De manière générale, je trouve la version japonaise certes moins originale, mais elle est aussi et surtout plus claire et détaillée. Et n'est-ce pas au final ce qui est le plus important, de bien comprendre une pièce? En réalité, je n'en suis pas si sûr. Après tout, le but premier d'une comédie musicale est-il de faire rêver, de faire voyager, ou bien d'être le plus explicite et clair possible? Eh bien, sans aller dans un extrême ni dans l'autre, je dirais que c'est un peu des deux. Surtout que tout dépend des goûts et de la vision des choses de chacun. Et c'est bien ça le plus beau avec toutes les comédies musicales et toutes les représentations qui peuvent être données. Toutes ces représentations, c'est à chaque fois une nouvelle possibilité de revisiter la pièce, en fonction des acteurs, de l'orchestre, du metteur en scène, etc. Pour une seule et même pièce, on peut avoir des rendus qui n'ont plus rien à voir. Et finalement, entre la version japonaise de 2016 et la version viennoise de 2005, je ne pense pas que l'une soit fondamentalement meilleure que l'autre. Tout dépend des avis. En ce qui me concerne, je trouve que ces deux versions sont la parfaite complémentarité l'une de l'autre. Et nous voilà arrivés à la fin de la vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu et intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et, que ce soit le cas ou non d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, qu'il soit positif ou négatif, car je cherche toujours à améliorer mes vidéos et pour ça, tous les avis sont bons à prendre. Je remercierai Chibi Miumi qui tient un blog rempli d'anecdotes sur la version japonaise d'Elisabeth qui m'a bien aidé pour l'écriture de cette vidéo. Anecdotes dont je suis loin d'avoir pu parler en totalité, alors si ça vous intéresse et que vous n'avez pas de soucis avec l'anglais, n'hésitez pas à aller checker son lien dans la description. Maintenant passons à la fameuse annonce dont j'ai parlé en début de vidéo et dont j'étais obligé de parler avant de vous quitter. Du lundi 11 juillet au jeudi 25 août 2022, Elisabeth sera jouée à Bruxelles lors du festival Bruxellon au château du Carvelt, accrochez-vous bien, pour une première mondiale en français. Un orchestre de 19 personnes, une trentaine d'acteurs sur scène et pas moins de 345 costumes d'époque. Si elle est pas belle la vie. Vous l'entendez là dans ma voix? Vous entendez la voix du gars beaucoup trop excité par cet événement et qui va aller voir la pièce au moins genre 5 fois. Oui, la billetterie est d'ores et déjà ouverte, alors si vous voulez commander vos places, le lien est en description. Et non, j'aimerais bien, mais je ne suis pas sponsorisé par le festival Bruxellon. Mais j'allais quand même pas garder une information aussi capitale pour moi tout seul. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.